Le nez crochu, le cou fuyant, le regard nonchalant presque débonnaire sous un petit chapeau de satin noir. C'est un personnage de l'histoire de France si peu connu, pourtant si intéressant et si important. Le retour sur la vie du roi de France Louis XI, l'universel Araigne, dans une nouvelle étude de personnages. Le futur Louis XI était le fils agité du roi Charles VII et de Marie d'Anjou. Né en 1423, en pleine guerre de Cent Ans, à la naissance de Louis, Charles n'était pas encore roi de France. En effet, le petit bénéficie d'une éducation juridique et théologique permanente. Tout au long de sa vie, et même par la suite, ses adversaires répandront contre lui une réputation de roi tyrannique, dur, fourbe et cruel. Mais dans cette France bouillonnante, il faut plutôt y voir l'affirmation d'un pouvoir royal fondé sur l'alliance du petit peuple contre les grands du royaume. Son règne annoncera la renaissance et le rayonnement de la France dans toute l'Europe. Lorsque Louis devient dauphin en 1436, son père lui confie des responsabilités croissantes et lui trouve une épouse, Marguerite d'Écosse, qui mourra à l'âge de 21 ans. À l'âge de 16 ans, il rejoint la révolte de la Praguerie accompagné de Jean d'Alençon. Son père écrasera cette révolte et il enverra son fils dans le Dauphiné, d'où il gérera sa principauté de manière autonome. Plus tard, il se maria à Charlotte de Savoie, mais contre l'avis de son père, ce qui fera de lui un fils rebelle. Ainsi naît une opposition de plus en plus directe à son père, en conséquence de quoi Charles VII menaça le Dauphiné en 1456. Réfugié à la cour de Bourgogne, Louis XI attendra la mort de son père pour revenir se faire couronner à Reims en 1461. Maintenant roi de France, il veut rompre avec le règne de son père. De ce fait, il s'immisce dans la politique étrangère, en intervenant en Aragon par exemple. Grâce au soutien de Jean II d'Aragon, il regagne le Roussillon, puis la Cerdagne. En 1463, il négocie avec le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, l'achat des villes moyennant et contribue ainsi à l'agrandissement du territoire. Louis XI décide d'organiser de nombreux voyages dans son royaume de plus en plus agité. Son peuple a alors besoin de la présence physique du roi et Louis XI veut s'en rapprocher. À dos d'âne comme le Christ, ces grands voyages sont la marque de son règne. En devenant de plus en plus infirme et prenant ainsi peu à peu les rênes de son royaume, il s'est mérité le surnom d'universel en Aragne. Car tel une araignée, le roi tisse sa toile, mais gagne en autorité auprès de ses sujets. Voulant tout savoir et tout contrôler avant tout le monde, il créa le relais de poste en 1477. La désorganisation du début de son règne et sa politique autoritaire motiveront les grands royaumes à se rebeller contre lui. Ces grands noms, comme le duc de Bretagne, le futur Charles le Téméraire ou son frère Charles de France, prétendront défendre le bien public. En habile politicien, Louis XI parviendra à diviser ses alliés, mais ce sera le début d'une bataille acharnée avec Charles le Téméraire qui durera 10 ans. Rencontrés en 1468 à Péronne, Louis XI et Charles le Téméraire vont avoir de cesse de s'affronter. Cette lutte s'arrêtera à la mort de Charles en 1477, devant les murs de Nancy. Le voilà débarrassé d'un adversaire redoutable. En 1482, au traité d'Arras, il obtient la Picardie, la Bourgogne et la Franche-Comté. À partir des années 1470, Louis profita de son avantage pour réduire la puissance de ses vassaux et en décapiter certains, littéralement. Afin de régner en maître sur son royaume, il ne lui reste qu'un obstacle, son oncle René d'Anjou. À 65 ans, René d'Anjou ne veut pas combattre contre le roi de France. Il lui cède donc l'Anjou sans combat. Il lui faudra attendre la mort de celui-ci pour annexer toutes les possessions angevines au royaume de France. Son fils, Charles XVIII, s'en servira pour revendiquer le royaume de Naples, signant le début des guerres d'Italie. La fin de son règne trouve un certain équilibre. Louis XI bénéficie d'une croissance démographique et économique de fin de règne, et de plus en plus croyant à la fin de sa vie, il succombe le 30 août 1483. Il est inhumé en la basilique de Notre-Dame de Cléry. Terminons désormais cet épisode en beauté sur les mots du professeur émérite de l'université de Reims, historien spécialiste de l'histoire de France, Yvan Gaubry, qui dépeint avec brio le portrait atypique du roi Louis XI. La personnalité de Louis XI, la plus complexe parmi celles des rois de France, qui alliait avarice et munificence,
Cruauté et bonté, cynisme et dévotion sincère, désordres mentaux et profonde finesse d'esprit a permis aux historiens de ce temps de nous laisser de lui des portraits contradictoires et aux traditions populaires de le dépeindre comme un monstre. Sans doute était-ce surprenant politique qu'il fallait à la France pour clore le Moyen-Âge et ouvrir les temps modernes, au sortir de la formidable guerre qu'il avait dévastée et ruinée. Pour mener à bien la tâche gigantesque de restauration et de réunification nationale, il était besoin d'un roi absolu. Louis XI ne le fut plus qu'aucun de ses prédécesseurs, négligeant l'autorité du Parlement, exerçant sa haute justice au-dessus des lois et éliminant les pouvoirs féodaux. Après la guerre de Cent Ans qui avait permis aux grands feudataires, princes et vassaux de se constituer des royaumes au sein du royaume, il a bâti ses puissances pour près de 2 siècles. Et sa guerre la plus longue et la plus coûteuse, la plus périlleuse même, fut celle qu'il livra au duc de Bourgogne, le plus dangereux des princes français, parce qu'à la fois puissant feudataire et souverain étranger. Finalement, Louis XI mérite, comme Philippe Auguste, le titre de grand rassembleur de terre française. Lui qui réunit à la couronne la Picardie, l'Artois, la Bourgogne, le Franche-Comté, le Roussillon, le Maine, l'Anjou et la Provence. Pour obtenir un tel résultat, ce roi plus prudent que combatif et plus stratège que capitaine, sut à la fois épargner ses armées par une adroite diplomatie, et quand la négociation était inefficace, les doter d'armes qui leur permettaient de frapper à distance. La victoire fut décidée par les francs archers, les arbalétriers et l'artillerie. Mystérieux, retors et machiavélique, on le disait sans passion. Mais c'était parce qu'il était animé de la seule passion de sa mission royale. Ses talents, son habileté, ses amours, ses haines, ses ruses, ses trahisons, son courage qui fit de lui, malgré une santé chancelante, un bourreau de travail, ont été exclusivement consacrés à la grandeur de la France. Bref, sur ce, on vous spoil le prochain épisode, qui sera sur